Bonjour Jean-Luc, et donc bienvenue pour ce troisième entretien. Et je te laisse alors nous dire le sujet du jour. Eh bien, je pense que ce troisième entretien pourrait s'appeler le voile des pensées. Donc je vais expliquer un petit peu pourquoi, quelle est notre méthode pour arriver à avoir moins de pensées. Et on va parler de ça surtout, ce troisième entretien. Pourquoi on parle de ça? Parce que c'est quand même un obstacle très important sur la méditation. Et sur la méditation de l'esprit naturel. Alors, le dernier entretien, j'ai parlé de l'absolu et je me suis permis de dire qu'au fond, toutes les grandes traditions avaient pour but l'absolu, hein, qu'elles appelaient de noms différents, mais que c'était c'était la même, on pourrait dire, la même destinée, la même rencontre de ces traditions avec l'absolu. Alors les bouddhistes, on sait qu'elles l'appellent le Bouddha, les chrétiens, les catholiques l'appellent, cet absolu, l'appellent Dieu, les hindouistes l'appellent Brahma, etc. Les taoïstes l'appellent le Tao. Chacun de ces traditions, et même les athées, les chrétiens agnostiques l'appellent le sentiment océanique, qui est un très joli nom, qui a été d'ailleurs trouvé, je crois, par Romain Rolland, qui l'a essayé de le définir comme une espèce de rencontre avec l'absolu, comme si tout à coup notre esprit s'éveillait d'une manière extraordinaire au monde qui nous entoure et qu'on n'avait plus de dualité entre nous et la nature. Et André Comte-Sponville a repris ce sentiment océanique, il l'a remis dans ses textes, et notamment parce qu'il a eu, quand il était jeune, je me permets une petite discrétion. Je t'en prie, je t'en prie. On est là entre nous. Hein. Oui, personne ne regarde. Personne ne regarde. Donc, il était en forêt, il avait, je crois, 17 ou 18 ans, et puis il était seul, en forêt, comme ça, il était dans la nature, et puis tout à coup, il a eu une espèce d'explosion d'illumination. Il s'est rendu compte qu'il était dans la forêt, mais qu'il n'était pas séparé de la forêt, qu'il faisait un avec la forêt, avec tout ce qui l'entoure. Il a eu un moment d'éblouissement complet, qu'il a complètement retourné, dont il parle beaucoup dans ses livres, et il s'est rappelé que c'était le sentiment océanique, et c'est comme ça que ce sentiment océanique est revenu dans notre jargon. Freud, on lui demandait s'il connaissait le sentiment océanique, il a répondu « Non, je ne sais même pas de ce dont vous parlez, je ne vois pas du tout ». Voilà, bon, ça c'est pour dire que chaque tradition on l'appelle différemment, mais c'est le même absolu qu'on retrouve partout, en fait. Qu'on retrouve partout. Alors, les moyens pour y arriver, suivant les traditions, sont différents, évidemment. Les chrétiens ne prennent pas les mêmes dispositions que les bouddhistes, ou que les shivaïstes, ou que les taoïstes, mais c'est pour arriver finalement au même résultat. Et si on faisait, ça serait très intéressant, un livre de compilation sur toutes ces traditions, et qu'on prenait sur chacune des traditions des poèmes ou des textes qui seront vraiment emblématiques de ces traditions, on s'apercevrait que toutes ces traditions ont le même langage, ont la même écriture et la même extase, la même illumination. Et ça serait très intéressant pour montrer que finalement, que les guerres de religion, tout ce qu'on a pu faire enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est catastrophique, et encore maintenant. Quoi. Donc on devrait se rendre compte que tout ça c'est une fabrication et que ça n'a pas de sens. Aucun sens. C'est comme si on se faisait soi-même mal et si on se faisait la guerre à soi-même. C'est complètement inutile et c'est complètement... c'est bien votre avis, monsieur? Je t'écoute complètement, tout à fait d'accord avec toi. Bon, oui. Ça va. Bon, là, on va finir parce qu'on va finir de parler de... Alors, les pensées, voilà. Donc, on arrive maintenant à notre système de pensée. C'est vrai que quand on s'assoit en méditation, pour les débutants, dont je suis, évidemment, on s'aperçoit très vite qu'on a beaucoup de pensées. Voilà. Des pensées, et qu'on n'arrive pas à se fixer sur quoi que ce soit, parce qu'il y a toujours des pensées qui viennent vous perturber, voilà, et qui viennent vous ficeler.
Voilà, c'est des pensées qui sont sans cesse à l'intérieur de votre esprit. Hein, elles sont vraiment préoccupantes parce qu'elles ne cessent d'exister, que ce soit la nuit comme le jour. Et la nuit, d'ailleurs, beaucoup de gens ont des insomnies parce qu'ils ont trop de pensées. On a des accidents en voiture parce qu'on a des pensées, trop de pensées. On n'est pas présent à ce qu'on fait. Donc les pensées est un obstacle majeur pour la méditation, car notre but, droit au but, c'est vrai qu'on est près de Marseille, donc droit au but, notre droit au but, c'est l'expérience de la nature absolue. Hein, on est bien d'accord, c'est ça qui fait notre but ultime. Il faudrait qu'on ait l'expérience, mais vraiment une expérience, c'est pas du langage, c'est pas une explication, c'est pas de faire du baratin là-dessus, c'est d'avoir l'expérience directe. Et c'est ça le but de la méditation que nous proposons, la méditation dite hespérienne. Bon. En fait, ce qui s'est passé dans mes rapports que j'ai eus avec les maîtres tibétains, j'ai eu un maître qui s'appelait Bokar Rinpoche, que beaucoup de bouddhistes le connaissent, parce qu'il a été un maître extraordinaire, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Et même de le faire venir chez moi, où il a... Bon, je pourrais expliquer ce qui s'est passé chez moi, parce qu'il avait une façon d'être que je trouvais absolument sublime. Quoi. Il avait une façon de se déplacer, une façon... pourtant, j'avais un petit pavillon tout petit, avec une petite chambre, et il était là, dans cette petite chambre, avec le Khenpo, qui était l'homme qui le suivait, qui était un petit peu l'érudit dont il avait besoin pendant ses enseignements pour avoir son avis. Il était dans cette petite pièce, et il était là, dans cette espèce de liberté de son esprit. C'était quelque chose d'inouï, rien que de le voir, la manière dont il qu'il se posait et qu'il était là. Et il nous a fait un enseignement, auquel j'ai évidemment, bien sûr, participé, parce que c'est moi qui ai organisé un peu sa venue. Il nous disait, écoutez, cet esprit naturel, c'est un peu comme le goût du chocolat. Bon. Alors, moi, j'ai cette expérience, voilà exactement comme il disait, hein, il parlait comme ça. Moi, j'ai cette expérience du goût du chocolat. Alors, je peux vous expliquer, je peux vous dire, voyez, le goût du chocolat, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est d'abord un petit peu, ça devient très, très suave, ça devient même d'une douceur exquise, vous avez ça fond dans la bouche, vous en avez plein la bouche, etc., etc. Et puis, bon, mais il dit, mais vous, ce que vous intéresse, c'est d'avoir le goût du chocolat, c'est pas que je vous explique comment est c'est de le goûter vous-même. Alors je vais vous donner un morceau de chocolat, boum, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, alors évidemment, la plupart des gens qui étaient là n'avaient pas eu cette expérience, mais c'est ça qu'il faut avoir, c'est vraiment ça qu'il faut avoir. Et j'expliquerai pourquoi, parce qu'en fait, une fois qu'on a ce goût du chocolat, ou le goût de la chose, moi j'appelle ça la chose pour résumer, parce que si on part dans des trucs philosophiques et trucs, on s'en sort pas. Quand on a ce goût de la chose, tout devient différent. Tout. Notre vie ordinaire devient différente, on prend plus d'espace, plus de recul, on est plus détendu, enfin, je vous expliquerai, mais c'est énorme. C'est énorme. La différence entre celui qui connaît le goût du chocolat et celui qui ne le connaît pas. Hein, monsieur Julien? Oui. Du chocolat. Oui, mais oui. Et justement, et pour revenir aux pensées, alors les pensées, c'est vrai que comme tu disais, on est assailli de pensées, et parce que on est tout le temps en train de se dire, ah, on aurait dû faire ça hier, voilà. ou demain, ah, il faut que je fasse ça, et finalement, on n'est jamais dans l'instant présent. Exactement. Alors ces pensées sont un voile de la nature essentielle. Pourquoi un voile? Et là, je vais pouvoir faire des petites comparaisons très simples pour expliquer bien ce que c'est que les pensées, pourquoi les pensées sont un obstacle, parce qu'elles pourraient ne pas l'être, mais malheureusement elles le sont. On s'est aperçu, les neurologues sont aperçus, on fait des expériences très poussées sur le cerveau, en excitant certains points et en voyant leur réaction, vous savez, on s'est aperçu que les personnes avaient 64 000 pensées en 24 heures. Ça a été mesuré, c'est pas un baratin. Et on dit, moi j'avais un maître aussi de Shivaïs qui disait que si on prenait un polaroïd de chacune de nos pensées, qu'on collerait ces polaroïds sur les murs de notre chambre, les murs seraient remplis en 24 heures. C'est effrayant.
Et on ne se rend pas bien compte. Alors au début, quand on médite, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des pensées souvent. Ils ignorent même ça. Quand on médite, bon, je suis là, bon, je médite, oh, putain, merde, une pensée. Ah, patate, deuxième, troisième. On commence à se rapercevoir qu'on a des pensées. Et que ces pensées se suivent les unes derrière les autres. Elles sont comme un voile. Alors au début, les pensées sont comme une cascade, très fortes. Elles viennent, au début de nos méditations, les pensées n'arrêtent pas. Elles déboulent vraiment. Paf, paf, paf. Après, dans un deuxième temps, quand on a un peu pris notre assise de méditation, quand on a pris un peu nos repères, notre support de méditation, ça devient non pas une cascade, mais un torrent, qui est déjà beaucoup plus intéressant. Parce qu'on peut voir la roche, on peut voir distinguer quelques petites transparences, et puis le torrent va vers une rivière. Alors c'est déjà beaucoup plus intéressant, parce que la rivière s'étend, c'est plus tranquille, c'est plus serein, et ça devient très agréable. On peut pêcher, on peut voir le fond de la mer, on peut voir les algues, on peut voir même les poissons, etc. Et puis, le ruisseau se jette dans un fleuve, qui lui-même peut se jeter dans un lac, comme par exemple le Rhône au lac Léman, au lac de Genève. Donc, quand il arrive dans le lac, l'eau est pure, il n'y a plus de vagues, il n'y a plus de pensée. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on peut voir le fond. Et on découvre un fond merveilleux, un fond extraordinaire. Et c'est donc ça, si vous voulez, si tu veux, qui permet peu à peu de réguler nos pensées et de pratiquement plus en avoir, d'en avoir très peu. C'est ça. Et une fois qu'on en a très peu, à ce moment-là, on découvre notre nature essentielle. Si je prends un bocal, bon, je mets de l'huile et du vinaigre, oui, je bouge tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer? J'aurai une espèce de bouillie. Trouble. Hein? Ça va être trouble. Ça va être trouble, complètement trouble. Par contre, si je le laisse demeurer, comme c'est le cas quand je ne le bouge plus, quand il reste au repos, qu'est-ce qui se passe? L'huile va monter à la surface, et le vinaigre va descendre, et on verra la transparence parfaite entre les deux liquides différents. C'est ça, la méditation. Est-ce que ça vous paraît clair? C'est clair. C'est clair, et est-ce que tu peux peut-être nous redire, en fait, parce que là c'est bien beau, tu nous dis de laisser passer les pensées, mais comment finalement on peut faire disparaître ces pensées qui nous assaillent en permanence? Alors, on a deux cartes maîtresses. Et c'est ces deux cartes maîtresses des pensées qu'on va exploiter. La première carte maîtresse, c'est que les pensées ne se superposent pas. Il y en a une après l'autre. L'une vient et puis l'autre suit. Une vient et l'autre suit. Ça, c'est une première chose qui... Je ne sais pas si les extraterrestres ont la même chose que nous, mais nous, les pensées se suivent. Sauf, par exemple, il paraît que Napoléon Bonaparte, il avait plusieurs pensées à la fois. Bon, je n'ai évidemment pas vérifié, mais on dit qu'il était... En général, un être... Enfin, on a une pensée qui... Ça, c'est le premier atout. Parce qu'on pourrait en avoir plusieurs superposées. Alors, ça devient complexe. Ça devient un machin. Et puis, deuxième carte maîtresse, c'est que les pensées ont un espace entre elles. Un espace entre elles. C'est-à-dire, je vais vous permettre de faire un petit croquis pour que vous compreniez bien mon problème de pensée, qui va être très simple, hein, je ne vais pas rentrer dans des... Alors voilà. Vous avez ici un train de pensée. Alors vous avez une pensée qui est là, vous avez une deuxième pensée qui est là, vous avez une très grosse pensée, alors elle est grosse cette pensée, oh là 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 là. Après vous en avez une petite, après vous en avez encore une grosse, et ça n'en finit plus. Bon, ok, ça continue, le train des pensées là. Bon, voilà, et on en a une ici, etc. Alors P, alors c'est une pensée de ce que... Il y a deux sortes de pensées. Il y a les pensées que j'appelle les pensées vagabondes. C'est celles qui vous arrivent, vous ne savez même pas pourquoi, elles vous serinent, elles sont très perturbatrices, vagabondes, ou pensées singes aussi, parce que c'est un peu comme des singes qui gesticulent dans tous les coins, c'est un peu votre truc. Et puis on a les pensées créatrices quand même, on a des pensées, par notre mental, on peut avoir des pensées créatrices, des pensées de disposition, des pensées de bienveillance, des pensées d'amour, etc., etc. On peut avoir des tas de pensées. Mais
dans la méditation, que ce soit des pensées vagabondes ou des pensées conceptuelles, on peut les appeler comme ça, les autres, à ce moment-là, ça revient au même. Hein. On est toujours pris par des pensées. Qu'elles soient, si vous voulez résoudre un problème de mathématiques en méditant, ou vous faites votre mathématique, ou vous faites la méditation. Mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Ouais. Bon, ok. Est-ce que c'est compris, ça? C'est clair, maître. Alors, moi, je suis là. Alors, je suis là, je me suis ici, et je regarde. Bon. Un peu comme une vache, parce que vous savez que les vaches regardent le train. Hein, c'est classique. Et derrière les pensées, ici, en vert, vous avez un paysage magnifique. Bon. Ok. Que j'appelle nature absolue. Bon, ok. Je suis là. Bon, qu'est-ce que je vois? Quand le train passe très vite, dans cette direction, très très vite, je vois rien. Je ne peux pas voir ce qui se passe derrière. C'est impossible. Ouais. J'ai une ligne continue. Puis si le train ralentit un petit peu, je commence à voir un petit peu entre les wagons de pensée, je peux voir quelque chose. Et plus il va ralentir, plus je vais pouvoir ce qui se passe derrière. Et au moment où il va s'arrêter, je verrai pleinement le paysage qui se trouve derrière. Voilà le truc. Donc on est quand même outillé pour ne plus avoir pensé. Et moi, par exemple, j'ai rencontré Kalo Rinpoche, dont je cite souvent le nom, parce que c'est mon maître toujours, et Bokar Rinpoche, c'est des gens qui n'avaient pas de pensée. Pas de pensée. Aucune. Ils avaient des pensées que quand ils le voulaient. Ils étaient maîtres de leurs pensées. Complètement. Moi, j'ai assisté à des choses, et comme ils étaient maîtres de leurs pensées, eh ben, ils avaient un pouvoir absolu. Quoi. Ils avaient des choses incroyables. Voilà, incroyables. Donc ils n'avaient pas de pensée même hors méditation, en fait. Ils contrôlaient... Parce qu'une fois qu'on a pris cette habitude dans la méditation de ne plus avoir de pensée, on s'aperçoit que dans notre vie ordinaire, on aura moins de pensée et on sera plus attentif à ce qui se passe. Donc on va basculer de l'absolu, on va basculer dans l'autre bocal, le premier, et à ce moment-là, on aura quelque chose de beaucoup plus atténué et de beaucoup plus intéressant. Donc il faut surtout au début, quand on médite, ne pas s'inquiéter, il faut persévérer, les pensées arrivent, on les laisse passer. On les laisse passer. On les laisse passer. Parce que elles ne sont que prises dans un truc. Alors, par exemple, je médite là. Bon, je médite, impeccable, je suis bien. Mon esprit devient... J'ai pas de pensée. Là, par exemple, j'ai pas de pensée. Paf, j'ai une pensée qui arrive. Elle arrive, oh putain, une pensée, nom de Dieu. Enfin, excusez-moi. Une pensée qui passe. Mais je la laisse passer. Je la laisse passer. Elle disparaît. Fini, disparaît. Au revoir. On s'en occupe pas. On s'en occupe pas. On l'intellectualise pas, on n'essaye pas de la comprendre, etc. On la laisse. Vraiment. On la laisse. Et c'est ça qu'on va faire en méditation. On va la laisser On va les laisser dans la vacuité. Elle va se fondre dans la vacuité. Elle va se fondre comme ça. Mais en dégageant une énergie. Ce qui est assez surprenant. C'est qu'une pensée qui disparaît dans la vacuité, elle dégage une énergie. Et cette énergie, on va pouvoir s'en servir. Donc les pensées ne sont pas rejetées, bien sûr. On peut pas dire qu'on va les rejeter, qu'on va faire... Alors, comment va-t-on faire pour, dans notre méditation, ralentir ce flot des pensées? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on prend un support. C'est que si je prends un support, par exemple, de la respiration, à ce moment-là, mon esprit sera pris par le support et il ne pensera pas. Il ne pourra pas penser, puisqu'il sera sur le support. On ne peut pas être à la fois sur le support et à la fois avoir des pensées. Si c'est le cas, c'est qu'on n'est pas sur le support, on est à côté, ou qu'on n'est que sur la pensée et qu'on n'est pas, etc. Il y a deux, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas. Mais quand vous êtes sur le support, il n'y a pas de pensée. Par exemple, je suis là, j'ai mon petit ballon ventral, là, je respire mon petit ventre, je rentre, je sors, je suis présent à ma respiration, je n'ai pas de pensée. Pas de
pensée. Il ne peut pas en avoir. Donc on fait ça peu à peu, et on s'aperçoit peu à peu que nos pensées vont disparaître. Au point qu'on se dit, il n'y a plus de pensée. Et après, on arrive à un stade où on a le lac extrêmement, où il n'y a plus une rive, parce que le lac, quand vous faites une vague sur le lac, quand un bateau passe, vous voyez plus le fond. Donc là, quand il n'y a plus de pensée, vraiment, on arrive à capter notre. Donc c'est le principe du support. Par exemple, pour ce support, je vais donner une autre petite image, d'ailleurs qui concerne Hélène avec son petit-fils, Clément. Hélène est avec son petit-fils et il y a la maman de Clément qui est là. La maman part pour faire des courses, Clément se met à pleurer. Bon. Maman, Bon. Hélène prend un livre d'images et lui montre le livre d'images. Le support. On est sur le support. Clément, il regarde le livre d'images, il ne pleure plus. Terminé. Parce qu'il a un autre sujet d'intérêt. Nous, c'est la même chose. Dans la méditation espérienne, ce qu'on va faire, eh bien, on va prendre le support de la respiration. On peut prendre n'importe quel support. Hein. On a vu ensemble, quand on a fait des méditations, qu'on peut prendre le support du son, du mantra, on peut prendre le support de la musique, on peut prendre différents supports, la bougie, etc. On peut prendre Mais par exemple, pour vous donner une idée de la maîtrise de l'esprit de grands maîtres, qui soient d'ailleurs tibétains, ou qui soient hindouistes, ou qui soient musulmans, c'est pareil. Kalo Rinpoché, par exemple, dans le tantrisme, vous savez, on doit visualiser une divinité. Ce qu'on appelle la visualisation tantrique. Hein, c'est-à-dire que vous êtes là, vous faites un rituel, et puis à un certain moment, on vous demande de générer une divinité. Comme par exemple Chenrezig, qui est la divinité de l'amour. Donc vous la visualisez dans votre tête. Mais il faut la visualiser avec tous ses attributs. Et il y en a. Elle a quand même 6 bras. Chaque bras porte un truc. Elle est magnifique, elle est belle. D'ailleurs, elle est très très belle. Tu la visualises avec toutes les lumières, toutes les couleurs. Et tu restes là en contemplation de cette image. Tu restes en contemplation. Et cette contemplation te permet d'entrer en communion avec elle et de devenir Chenrezig. Parce que dans la pratique de Chenrezig, il y a un moment où tu deviens la divinité. C'est-à-dire que tu te fonds dans la divinité. Bon, tu es donc Chenrezig, ok? Tu es Chenrezig. Bon, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est quand même un beau truc. Alors tu es Chenrezig, et puis après tu la dissous. C'est la phase qu'on appelle la phase de dissolution, c'est-à-dire que la divinité, tu la dissous dans la vacuité, elle disparaît. Pour la reprendre après quand tu veux. Hein, dissolution, apparition, apparition. Mais pour ça, il faut un contrôle de l'esprit, mais considérable. Parce que moi quand je faisais, j'essaye de la représenter déjà, mais elle ne tient pas. Elle ne tient pas. Au bout de 3 ou 4 secondes, ou une minute, elle disparaît, parce qu'il y a des pensées, parce qu'il y a ceci, alors c'est tout brouillé. Alors, je peux plus. Je cours après. Tu sais, comme les enfants avec un fil à papillon. Mais bon. Donc, la maîtrise de l'esprit est quand même importante par rapport aux pensées. Voilà, je pense que j'ai expliqué ce que j'avais à dire. Je pense que c'est important Mais on verra que le support, justement, on fera des petits exercices très simples pour la prochaine entretien. Parce que comme tu m'as dit très justement, on ne va pas attendre le 10e entretien pour que tu nous expliques un petit peu ce que c'est que la méditation espérienne. Il faudrait quand même tout de suite nous apporter quelque chose. On voudrait rentrer dans la pratique rapidement. Oui. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus mettre les gens... voilà, ben, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça te paraît clair? Non, très clair, cette histoire de pensée. En effet, par tes dessins, on voit que derrière toutes ces pensées, il y a ce qu'on essaye d'atteindre, c'est-à-dire cette vacuité. C'est ça. Et que donc c'est la... Voilà, c'est ça. Voilà. Et ben écoute, merci Jean-Luc, et puis à une prochaine vidéo. Ben, avec plaisir.